بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le doyen de la faculté de police du César, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom du comité d'organisation de la 5e édition de la conférence internationale en mathématiques et ses applications, c'est avec un grand plaisir et une joie de vous recevoir ici à la faculté polydisciplinaire du César pour la participation à la 5e édition de la conférence internationale en mathématiques et ses applications organisée par le laboratoire des sciences de l'ingénierie LST. Cet événement n'est que le fruit des efforts et d'engagement non conditionnés de plusieurs parties qui sont le laboratoire des sciences de l'ingénieur LST, la faculté polydisciplinaire du César, la présidence de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah du Fès, le Centre national de la recherche scientifique et technique. Voilà. Donc maintenant, je vous donne la parole à monsieur le professeur Hassan Zouka, le doyen de la faculté polydisciplinaire du César. Monsieur le vice-doyen, monsieur le chef de département, monsieur le chef de laboratoire, c'est Chilali Al-Hakim, chers collègues, chers invités, chers étudiants, et ma assistance, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous ouvrons aujourd'hui la 5e édition de la conférence internationale sur les mathématiques appliquées ici à César. Au nom de toute notre institution, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cet événement prestigieux qui réunit des chercheurs, des enseignants, des étudiants. Votre présence témoigne de l'importance et de l'universalité des mathématiques appliquées dans les sciences modernes et les défis contemporains. Les mathématiques appliquées par leur nature interdisciplinaire offrent des solutions concrètes aux problématiques complexes de notre société, qu'il s'agisse de l'ingénierie, de la médecine, de l'économie ou encore de l'intelligence artificielle. Cette 5e édition se distingue par la qualité et la diversité des contributions. Pendant ces 2 jours, nous aurons l'occasion d'assister à des présentations de haut niveau, de débattre autour de thématiques innovantes et de renforcer nos réseaux académiques et professionnels. Alors, ensemble, grâce à vos efforts, vos idées et votre engagement, nous avons non seulement organisé une conférence, mais également créé un espace propice à l'innovation, au partage et au progrès. Pour conclure, je vous invite à profiter pleinement de ces 2 jours d'échange et de partage, que cette conférence soit pour nous tous une source d'inspiration, de nouvelles idées et de collaboration fructueuse. Je vous remercie et je vous souhaite une conférence pleine de succès. Merci. Merci, monsieur le doyen, pour cette intervention. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur le directeur du laboratoire de sciences de l'ingénieur, le professeur Al-Hakim Chine. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحضور الكرام، أولا أرحب بالجميع في هذا الملتقى ونتمنى أن تكون الاستفادة فيه للجميع. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة العلمية. نشكر السيد العميد، السادة النواب العميد، les chefs des départements, رؤساء الشعب واللجنة المنظمة لهذا الملتقى. بالطبع حنا عندنا المختبر ديال علوم المهندس يضم
جميع الشعب العلمية تقريبا، فيه الفيزياء، فيه شعبة الفيزياء، فيه شعبة المعلوميات، فيه شعبة الرياضيات. احنا الآن دابا في الدورة الخامسة من هذا المؤتمر الدولي حول الرياضيات وتطبيقاتها. وكانت الدورة الأولى في مدينة تازة، والدورة الخامسة الآن في مدينة تازة. كانت الدورة الثالثة كانت في مدينة فاس، والدورة الرابعة كانت في الدار البيضاء. ونتمنى هذا المؤتمر أن يستمر في دورة سادسة. لا ندري الآن من سيأخذ المشعل ديال الدورة السادسة إن شاء الله حتى يستمر هذا الملتقى الدولي. بالطبع حنا كلجنة منظمة نشكر الجميع، كل من ساهم عن قريب أو عن بعيد، حتى الحضور في هذه التظاهرة. نتمنى الإخوان إقامة جيدة في هذه المدينة الجميلة تازة، ونتمنى أن يكون التعارف والتشارك هي السمة البارزة في هذا المؤتمر. أشكر الجميع وأقول إن شاء الله بسم الله مجراها ومرساها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة قيمة. والآن الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة. بالتالي الآن نمر إلى افتتاح الأشغال. Alors, je vais commencer. Alors, par le premier conférencier, c'est Samad Haidan. Alors, avant de passer à l'exposé, professeur Samad Haidan est un expert en modélisation mathématique en épidémiologie et aussi dans le domaine de la théorie du contrôle. Alors, d'abord, Samad il a obtenu son doctorat en 2001 à l'université Hassan II de Casablanca. Ensuite, il est parti, ou bien il a effectué un postdoc à l'université d'Arizona des États-Unis d'Amérique sous la direction du professeur Rothstein et Yang Kwang. Après, il a été recruté comme professeur assistant dans l'université d'Arizona et depuis 2013, il a rejoint l'université d'Émirats Arabes Unis comme professeur assistant. First of all, I would like to thank my dear friend Abdelhai for inviting me to come to this beautiful city of Taza. This is my first time in Taza, so although we have family here, I never got the chance to visit this historical city. There's a lot of history behind this city, and as my second passion of reading the history, this place has a lot of history. So I would advise everybody just to grab some old books like the book of Gaudi, and you can hear a lot of things about what happened in this city. It's just a very key city in the history of the world. Okay. As Hay said, I've been involved. As Hay said, I've been involved a lot in control theory. This is my first hat. And when I went to Arizona State University, I was lucky to be surrounded by, let me say, the leaders in the field of mathematical biology. I can call some names: Carlos Castillo Chavez, Frederick Brower,
approximate Young-1, Horstima, and others. A lot of people were surrounded by them. So I got to know a lot of mathematical biology, and when I went to UEE, one thing that we had the chance to do is we do what we like to do. I mean, we do the research that we are interested to. Then the COVID-19 came, and I was the main PI in predicting the progress of the disease during the COVID-19. Then a lot of data showed that it doesn't matter how much resource you have, you are all time in shortage of resources. When I talk about resource, I don't mean necessarily specific resource. I call number of doctors, nurses, beds. And when I talk about beds, it's not any bed. When I talk about bed in the hospital, it's for acute or critical cases. And this is two different facilities. It's not the same. And then we have medication and vaccination. And you remember when the COVID-19, we have a problem of vaccination, if it's available or not. I can go even beyond that. I can calculate the basic reproduction number. Anybody who does mathematical biology knows this is a very easy thing. You can just use next generation method and you calculate that. And if there is no treatment, you can find that R0 is just beta m over alpha. And I can even calculate the final size of the epidemic. All these things are tools that are available for whoever does mathematical biology. You can do this. Okay, modulo some very careful calculation. So what I mean by run out of treatment, which means you have the gamma is a constant, and after a certain time is 0. Okay? That means there is no treatment. Okay? Which means the system that I'm talking about has two modes. Gamma constant, gamma equals 0. Talking about differential switch system. Okay? So I have two modes, okay? F1 and F2. And you can see at F1 I have the gamma T, and F2 I don't have the gamma. What is the goal? The goal is to study the effective measure, like the vaccination isolation, or control the epidemic, modeled by the switch system. And remember, when we talk about switch system, anything you know about the continuous system would not look for the switch system. You can have two stable switch systems, but if you combine them, they become unstable. And sometimes you might have two unstable switch systems, you combine them and become stable. It's completely different terminologies. When you combine two systems, you can even get chaotic behavior overall sometimes. So here we're going to define two types of control. The UV, which is the vaccination, and the UI, which is the isolation. And I have to put that these two variables have upper and lower bound. What I mean by upper and lower bound, when you isolate people, you have limited number of resources where you can put people to be isolated. Let's say number of beds. Okay? When I have the maximum vaccination, this is logistically how much you can vaccinate in terms of dosage and coverage, both. I have to acknowledge my team again, my PhD student Shwanda and my collaborator Said Abbas, and the support of United Arab Emirates University New Public Research Program from 2023 to 2026. And thank you for listening. Please. Merci beaucoup, professeur Samad, pour cette belle intervention dans laquelle Samad a essayé de combiner entre la modélisation en épidémiologie, théorie des équations différentielles, l'optimisation, un peu de probabilité et ainsi de suite. Alors, on passe à la partie des questions. Plays in your role in determining the peak and then in controlling the switch. In different cases, you present with treatment, with vaccination, without treatment. You have limited resources, and this is what we are doing.
So imagine you are in the midst of the pandemic and you are running out of treatment. What should we do? That's what I'm doing here. Good luck. Alors c'est le principe de maximum de Poirier. Exactement, mais ici seulement pour le système switch. C'est pas là, c'est, comment dire, c'est enhance. Enfin, il y a des conditions nécessaires, sinon le contrôle c'est pas un contrôle unique. C'est donc ça, et ça c'est le problème de pratiquement principal. Vous pouvez trouver un optimal, mais ce n'est pas le seul optimal. Peut-être que c'est le premier, you are trapped. L'uniqueness, on le prouve. D'accord? Si on a l'uniqueness et on a les conditions, c'est largement suffisant. D'accord? Mais peut-être qu'on peut avoir une autre condition. D'accord? Une autre fois, merci beaucoup pour cette belle exposé, attention. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Feza. Merci pour ma visite à Feza. Vraiment, I have been looking forward to see this city. Thank you. Pour la thématique d'analyse non linéaire et application, on va commencer par M. Mohamed Mousavi. Le titre de son intervention, c'est On the characterization of a spectrum of a fourth order integral problem. Again, the professor. Good morning, everyone. I'm glad today to be here. And I'm going to start my presentation by thanking the organizing committee of this 5th edition of the International Conference on Applied Mathematics for making this event a success and for giving me the opportunity to be here today to present a talk which is going to be on the characterization of the spectrum of the fourth order eigenvalue problem. So this work was done in the supervision of Professors Khalid Mfidoush Ahmed Youssef and Professor Ahmed Youssef from the Lamar Laboratory at the Sidi Mohammed bin Abdullah University Press. So here we are going to deal with the following fourth order eigenvalue problem in the Navi boundary conditions, namely U equal delta U equals 0 on the boundary. En bas à droite. En bas à droite. nickel. لتحت اليمين. لا à droite, à droite. Le plein écran. Sûr. Okay. I'm sorry for this. So here the omega is a bounded domain in Rn. Delta square P being the PV harmonic operator, and the framework space will be the intersection of the two subgroup spaces W2P omega and W1P 0 omega. Alors, monsieur Levé, qui nous a parlé de la thématique de l'étude du spectre. Mais pour moi, c'est du chinois. Hein. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous êtes en train de discuter. Mais donc, pour le moment, je vais inviter M. Ahmed Barot, hein, qui va. C'est ça? J'ai prononcé le nom pour moi. C'est ça, pour présenter son exposé Existence of Solution for a Discrete Problem with a Mixed Boundary Condition. Merci Monsieur le Professeur. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de cette conférence internationale sur les mathématiques appliquées.
Ma présentation s'intitulait Existence of Solutions for a Discrete Problem with Mixed Boundary Conditions. Bon, ce travail a été réalisé au sein du laboratoire des mathématiques appliquées de l'Oriental à la faculté des sciences à Oujda. Bon, le problème que je considère, c'est le problème suivant, par P et bêta. C'est un problème discret impliquant des conditions au bord de type mixte, dérèglé et qui est défini comme suit. Tel que un Z, un N, un indice Z, c'est l'intervalle discret. Delta désigne l'opérateur de différence directe. A, c'est l'opérateur nommé l'opérateur pi laplacien like. Et phi c, c'est l'opérateur de courbure moyenne. Tel que f, m, bêta, ce sont des fonctions données. On a déjà traité ce problème dans un cas particulier, dans le cas lorsque m est identiquement égal à 1 et bêta c'est une fonction nulle. Donc on a obtenu des résultats d'existence pour le problème suivant. Donc c'est fait partie d'un travail qui est déjà publié. De son tour, son problème a été étudié pour la première fois dans sa version continue par Manuela Rodriguez. Et elle a obtenu des résultats d'existence et de multiplicité de solutions à l'aide des méthodes variationnelles, par exemple le théorème de Fontaine, le théorème du col de la montagne. Pour arriver à ce résultat d'abord, on a utilisé le principe de minimisation combiné avec le théorème du col de la montagne. À titre d'exemple, on choisit cette fois-ci n, pi, m et bêta, la fonction définie comme suit. Par un calcul en 600 là, on arrive que les hypothèses H4 et H5 sont vérifiées. Donc, converti de ce théorème, le problème P et bêta admet au moins deux solutions non triviales distinctes. Alors, ce travail a fait l'objet d'un article récemment publié et qui est fait en collaboration avec mon collègue Mahmoud Ahmadi et mes professeurs Islami Eugil et Mohamed Baraja. Alors voici quelques références sur lesquelles je m'étais basé et je vous remercie de votre attention. Merci M. Mohamed Babo, et merci de votre exposé qui était clair également. Alors, troisième intervenant, c'est mon petit notre ami, il nous vient de l'Université de Rachidia, professeur à la faculté des sciences et techniques de Rachidia. Son exposé intitulé Indépendance et stabilité de quelques équations fonctionnelles. Le comité d'organisation de cette conférence internationale. Donc, mon travail il est intitulé Indépendance et stabilité de quelques équations fonctionnelles. Donc, bien sûr, ça rentre dans le domaine des équations fonctionnelles. Alors, cet exposé il est composé d'une introduction, nos résultats principaux, quelques perspectives et une bibliographie. Alors, bien sûr, on connaît tous c'est quoi une équation fonctionnelle. Donc, c'est une équation dont on cherche une fonction, bien sûr, qui vérifie certaines hypothèses. Alors, nous, ici, donc, on va essayer d'étudier le problème de stabilité et d'indépendance. Ou bien en anglais, c'est aliénation. Alienation and stability problem for certain functional equation. Donc, le problème de stabilité des équations fonctionnelles a commencé bien sûr par Ulam, d'une conférence à l'Université de Wisconsin en 1940. Alors, tout d'abord, on se donne un groupe chez 1, un groupe métrique chez 2. Donc, si on a la distance de f de x, y à f de x, de y inférieure à delta, alors il existait un nombre qui vérifie la distance de f de x, phi de x inférieure à epsilon. Donc ça c'était la première question concernant le problème de stabilité. Alors, donc ce genre de question constitue la matière de la théorie de la stabilité des équations fonctionnelles. Alors hier,
les conditions que j'ai agi sont des espaces de valeur. Ils ont montré le théorème suivant. Donc ici, c'est l'équation additive. Si on a la norme de f de x plus y moins f de x moins f de y inférieur à epsilon, donc on a perturbé, ils ont perturbé cette équation. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'existence d'une fonction additive A qui vérifie f de x moins a de x inférieur égal à epsilon. Donc c'est une sorte d'approximation ici. Voilà. Alors, donc irrégulière, ils ont nommé ce résultat la stabilité de l'équation fonctionnelle. Donc ici, c'est l'équation fonctionnelle additive. Donc, ce type de stabilité il a mis en évidence un nouveau phénomène qu'on appelle la superstabilité. Donc, c'est quoi la superstabilité? Si vous avez une équation de f égale 0 est superstable, ou bien si la portion de f est bornée, alors ou bien f elle vérifie l'équation, ou bien elle est bornée. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on appelle la superstabilité. Bien sûr, elle a été la première fois étudiée par Lawrence, Baker et Zorzetto. Donc, ils ont prouvé que l'équation, donc ici c'est l'équation fonctionnelle exponentielle, c'est l'équation de Cauchy. Donc, ils ont montré qu'elle est super stable sur un espace vectoriel. Bonjour tout le monde, merci les messieurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le travail intitulé L'existence et la non-existence des solutions d'un problème binomial et elliptique revenant par l'opérateur x laplacien. Alors, ce travail est réalisé en collaboration avec M. Braja et M. Alerji au sein de la laboratoire Lamao à la faculté de sciences Université Mohamed Ier d'Oujda. Alors, je vais présenter ce travail, je vais suivre le plan suivant. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Par la suite, on a un préliminaire et on va finalement les résultats principaux et leurs preuves. Donc, nous avons discuté l'existence et la non-existence. D'accord. Alors, nous avons discuté l'existence et la non-existence des solutions suivant les valeurs prises du paramètre lambda U d'un problème elliptique. Est-ce que vous entendez? Très bien. Alors, nous avons discuté l'existence et la non-existence des solutions suivant les valeurs prises des paramètres lambda U de problèmes définis comme suit. Donc, la relation de Béno local revient de la présence de deux termes, le terme de Kirchhoff et le deuxième terme. Alors, on a oméga est un domaine borné suffisamment régulier. F de fonctions continues, une fonction continue et positive. Alors, pour le résultat le troisième résultat, nous avons utilisé le genre de Krasner-Nozelski. Pour le dernier résultat, nous avons, en se basant sur le raisonnement par l'absurde. Voilà. Je vous ai présenté un résultat de recherche que j'ai élaboré en collaboration avec mon directeur de thèse et mon collègue Mohamed, qui l'intitule donc les systèmes des équations fonctionnelles sur un semi-groupe. Donc cet exposé est divisé en 3 parties. Donc 4 parties. Donc on a une introduction où les solutions du système des équations. Donc on va trouver les solutions de ce système et on va faire une application sur les fonctions multiplicatives ou bien la forme des fonctions multiplicatives dans un qui prend sa valeur dans un corps quaternaire. Mais on va terminer par un exemple. Donc, une équation fonctionnelle, c'est quoi une équation fonctionnelle? C'est une équation où l'inconnu ou les inconnus sont des fonctions. Donc, toujours, bien souvent, on cherche
de présenter les solutions sous la forme des fonctions multiplicatives ou des fonctions additives. Pourquoi? Donc, parce que la plupart des fonctions additives ou bien les fonctions multiplicatives sont connues dans différentes structures algébriques. Donc, on sait, par exemple, les fonctions multiplicatives définies sur le groupe R+, donc ils sont déjà connus, sont de la forme. Donc, sont dans la forme exponentielle lambda x. Voilà donc les mathématiciens Axil et Sitker sont résolus plusieurs équations fonctionnelles et on va présenter les solutions sous la forme des équations fonctionnelles. Donc notre objectif c'est de résoudre ce système, c'est-à-dire de trouver les solutions A et B avec A central qui vérifie la forme suivante. Donc, premièrement, on a trouvé les solutions. On va définir c'est quoi un semi-groupe. C'est un ensemble non vide dans leur composition interne associative et une fonction multiplicative qui vérifie la condition suivante. Mxy est égal à Mx, My. Donc, les solutions dans notre système sont de la forme suivante. Donc si on prend B est égal à 0 dans le système, donc on a B est égal à 0, donc dans le système, on trouve que AXY est égal à AX, AY, c'est-à-dire que A c'est une fonction multiplicative. First of all, I want to thank the organizers for giving me the opportunity to present my work. So our presentation is about the problem of unique continuation for a nonlinear elliptic equation. For give a clear idea about what we will cover, here is the outline of the presentation. We begin with a small introduction and some examples after. I will present my work about the problem of unique continuation for a non-linear elliptic equation, and I wrap up with some references. So the problem of unique continuation, or one option of the unique continuation, is the question of nullity. If the solution nu in the open small small open, that means our solution is null everywhere. So for more understanding the property, we start with the main result. From the main theorem value, we have this expression, and if you have another derivative, we have this formula. And if f equal to this expression, we apply the one-dimensional Taylor expansion to f, and we have the following. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Today, I'm very happy to introduce Professor Serhat Touhafi. He's professor at Engineering Science Faculty of the University of Brussels. As member of the Engineering Technology Department, he is responsible for the major courses related to electronics design, embedded computing, and reconfigurable computing. Thank you very much for the invitation. I'm very glad to be here in TESA today. We have been doing the last years. We're doing a lot of research related to acoustics. And acoustics has been, let's say, the past 50 years, it has been used a lot, but mainly by specialists. It's only the last 10 years that we see that it starts to gain attraction also for more general research topics. And one of those things, and it was initiated during the COVID pandemic, was one of the researchers
researchers was, can we use sound to understand the cough of a person, whether it is contaminous, whether it will harm, or is it just a cough that has no harm? So that was one of the research questions that we tried to solve. And I'm going to try to go together with you today over all those small little researches that we have been doing with our research students, with PhD students, in order to solve this problem. Some class, then you see that suddenly it becomes attractive, right? Well, that's the effect that we use there. So the nice thing about it is that we can simply print now the microphones. So we can make very cheap microphones that we can print on, for example, paper, and the paper becomes a microphone. So this is also interesting stuff. We have used that, for example, to make a device that can detect sound without the need for a battery. Because electronics has one big disadvantage. It needs a battery or it needs power. Well, with this technology you can not only hear sound, but you can also harvest the energy. And that makes it interesting because then you can make devices that can sense without a battery. And that's something that is really starting to gain attraction. So now we know more or less how we can create a wave. And that's then how it typically looks like. For example, take a look at this here. This is a generator, for example. It's making a lot of sound. We don't understand what the sound looks like, but we simply record the sound. And then we do a frequency domain analysis. So we try to understand what are the frequencies. Thanks a lot to everybody. It was an honor to be here. And I hope to see all of you the next time. And this is the end of this talk. Thank you very much. Cryptographie, mais comme j'ai dit aussi, les agences spécialisées peuvent toujours intercepter les emails et les lire. Voilà, c'est aussi utilisé dans un certain nombre de choses, dans le cloud par exemple, dans tout ce qui est enregistré, les renseignements médicaux, et puis en particulier Skype. Très peu de personnes peut-être maintenant utilisent Skype, mais il y a d'autres moyens donc qu'on peut utiliser pour communiquer entre personnes. Alors, un peu l'historique de la cryptographie. Ça a commencé réellement, la cryptographie moderne a commencé en 1976 avec un article de Diffie et de Hellman et qui ont présenté un protocole d'échange de clés. Et depuis cette date-là, ça s'est développé. Donc en 1978, il y a eu l'invention du cryptosystème Tarassa et puis l'invention d'un autre cryptosystème qui s'appelle le Machiavelli. Et en 1924, il y a eu d'autres cryptosystèmes qui ont été inventés, en particulier un qui s'appelle Elgamal. Et puis ICC, alors ICC, ce sont des cryptosystèmes basés sur les probabilités. Et puis il y a eu BB84. Alors BB84, c'est un cryptosystème qui utilise des calculs quantiques. Donc on a besoin d'un ordinateur quantique pour faire le protocole BB84. Et puis en 2001, il y a eu la standardisation de AES. AES, c'est le cryptosystème symétrique qui est utilisé actuellement et qui a été donc standardisé par le NIST. Le NIST, c'est l'organisme de cryptographie américain en 2001. Et puis de 2016 à 2025, on y est encore. Le NIST, justement, cette agence américaine, elle a lancé une compétition pour choisir les algorithmes post-quantiques. Donc ça a commencé en 2016 et puis en 2022, il y a eu 3 gagnants. Un en cryptographie pour chiffrer et déchiffrer, et puis il y en a 2 autres qui ont été choisis pour les signatures, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc ça continue encore. Donc dans pas longtemps, ils vont terminer donc, cette compétition-là pour choisir les algorithmes qui seront utilisés, même avec un ordinateur quantique. Alors pourquoi tout ça? Tout simplement parce qu'il existe un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Shor qui peut casser tous les cryptosystèmes utilisés actuellement. Si on arrive à implémenter cet algorithme-là avec un ordinateur quantique, tous les algorithmes de cryptographie que vous connaissez, Tarassa, les probabilités,
ils seront cassés à cause de cette loi-là. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre deuxième conférencier, le professeur Ali Kesha de la Faculté des Sciences Université Ibn Tufayl Kenkra. Le professeur Kesha a eu son doctorat à l'Université de Caen, France, en 1993. Ensuite, il a eu son doctorat d'État à la Faculté des Sciences de Business en 2001. Il est actuellement le directeur du laboratoire Analyse mathématique, algèbre et géométrie non commutative. On accueille très chaleureusement le professeur et on est très heureux de l'avoir parmi nous en cette 5e édition de la conférence internationale ITAM 2024. À vous la parole, professeur. Super. Donc, tout d'abord, je tiens à réitérer mes remerciements pour le comité d'organisation. Donc, le titre, c'est la transcendance de certains nombres réels. Donc, l'exposé est. Donc, il sera. Mon exposé, donc, on répartit en 4 parties. Une introduction, certaines définitions, notation, donc, concernant les nombres transcendants, et ensuite un peu des sortes là-dedans, et un résultat dont je ne vais pas donner les détails. Donc, je donnerai certaines idées de démonstration. Donc, tout d'abord, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça, donc c'est pourquoi la théorie des nombres transcendants a une longue histoire. Et donc les premiers exemples de nombres transcendants ont été apparus vers le 1844. Le mathématicien Liouville qui a pu donner le premier exemple grâce à un théorème connu sous le nom du théorème de Liouville qui approche le nombre algébrique. Tout d'abord, un nombre est algébrique, un nombre réel ou complexe est algébrique. S'il existe un polynôme, un coefficient entier, un polynôme nul, un coefficient entier, ou ce qui est équivalent à un coefficient, un polynôme coefficient rationnel, c'est la même chose, qui annule ce nombre-là. Ça veut dire A est un nombre algébrique, c'est seulement si il existe P appartenant à Z de X, non nul, c'est que P de A égale à 0. Si le nombre A n'est pas algébrique, on dit qu'il est un nombre transcendant. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, en général, on essaie depuis l'Antiquité, donc le nombre connu, le nombre réel, donc, avec les virgules, les nombres rationnels, on essaie de les approcher par les rationnels. Un nombre de grand A par son affaire, on essaie toujours de trouver, donc, pour représenter des calculatrices comme les grands ordinateurs partout, par des nombres, l'écriture est surflue ou bien l'écriture décimale, l'écriture en chiffres décimaux. Merci encore une fois à notre cher conférencier, le professeur Bracha, pour cette très riche intervention et je remercie nos 2 conférenciers de cette matinée pour les débats, pour les résultats qu'ils ont présentés et qui nous ont permis d'échanger scientifiquement. Je déclare fermer cette session de conférence. Donc on va se retrouver au nom du comité d'organisation. Je vous invite à une pause café tout de suite. Alors commençons par l'espace projectif. Alors l'espace projectif est défini comme étant le quotient de l'ensemble des unités par la relation d'équivalence définie ensuite. Alors le vecteur V sont en relation, c'est-à-dire l'existence d'un lambda tel que I égale lambda, c'est-à-dire les 2 vecteurs qui sont collinéaires. Alors évidemment, cette relation, c'est une relation d'équivalence. Alors ensuite, l'espace projectif, c'est l'espace de n non nul constitué par la relation d'équivalence. Alors ensuite, pour les courbes elliptiques, définie à partir de l'équation de Weierstrass réduite. Alors, dans le caractéristique quelconque, il y a une forme généralisée de l'équation de Weierstrass. Alors, dans ce cas, on travaille avec une caractéristique de corps différents de 2 et 3. Il
il y a l'équation réduite. Alors, cette équation est définie une courbe elliptique si et seulement si le discriminant est non. Alors, à partir de cette équation, on peut trouver l'équation homogène définie sur l'espace projectif et définie comme suite. Alors, si z est égal à 0, on a le point à l'infini. Alors, et voici l'ensemble des points. Alors, c'est la définition projective et c'est la définition affine. Alors, ensuite, on définit la loi de groupe sur une courbe elliptique. Alors, la définition géométrique. Alors, comment définir une loi de groupe géométriquement? Alors, si on considère deux points P et Q, alors on fait la droite qui passe par ces deux points. Alors, la droite qui coupe la courbe en troisième point. L'opposé de ce point, c'est l'abscisse. On a adopté le plus 8. Une introduction générale sur la théorie des enseignements, puis quelques résultats et on termine par des applications. On commence par quelques définitions. Soit qu'un nombre premier fixe, ici, pyramidisme éclairée, qu'un ici, la Z qui est l'expansion cyclotomique de K, et Kn sont inévitables, elle ainsi, la P extension a des liens maximal non ramifiés de Kn, et An sont les petits groupes de classe de Kn. Par la théorie de corps de classe, le groupe AN isomorphe au groupe de Galois Ln sur Kn. Et l'infini ici la réunion des Ln. X infini ici le groupe de décomposition du groupe de Galois L infini sur KNL, K infini qui est isomorphe à la limite projective des applications non des AN suivant les applications non. Des AN, si le sous-groupe des AN engendré par les idéaux qui sont engendré par les classes des idéaux qui sont au-dessus de P, par le théorème de correspondance de la loi, dn fixe le corps Ln', et on a AN sur dn égale AN' qui est isomorphe au groupe de Galois Ln' sur Kn. Et l'infini ici, le corps fixé par des infinis qui est la limite projective des Kn. X infini ici, la limite projective des AN' suivant les applications normes. Et on a X infini sur D infini égale X infini'. Alors je suis ravi de présenter devant vous en communication intitulé Investissement de type de résultat des propriétés de graphes dans une structure algébrique. Alors j'aimerais commencer par ce bloc. Nous allons commencer par une introduction. Après, nous allons voir quelques définitions et propriétés des graphes. Avant d'aller plus en détail, où on verra les graphes des diviseurs de 0, des anneaux finis généraux, les graphes des diviseurs de 0 des anneaux matriciels, et le graphe des diviseurs de 0 des anneaux de groupe. Après cela, on va voir quelques explicites et conclusions. Alors pour l'introduction, il y a noté que les structures algébriques, en utilisant les propriétés des graphes, est devenu un sujet de recherche passionnant, menant à de nombreux résultats et questions passionnantes. D'ailleurs, il existe plusieurs articles affectant qui appellent un graphe à des structures algébriques. Par exemple, Raymond en 2004, Akbari en 2004 et Akbari Mohamedien en 2007. Passons aux quelques définitions et propriétés des graphes. Alors, on va définir c'est quoi un graphe. On va prendre au départ, par exemple, un segment, extrémité AP. Alors, le segment AP est appelé une arête et le A et P, les points A et P sont appelés des extrémités. Si on prend le A est égal à P, on a un cycle. Alors,
la définition. Et en général, un graphe, c'est un ensemble de deux, c'est un couple de deux ensembles. E et V et E. L'ensemble B, l'ensemble des sommets, et l'ensemble G, l'ensemble E, l'ensemble des arrêts. Les géométries d'information, applicative et la communication. Précisément, c'est pas parce que c'est canal. Donc, la géométrie d'information, c'est une géométrie différentielle appliquée sur des variétés statistiques. Donc, premièrement, on a dit quelques questions importantes de géométrie d'information. Après, on va utiliser la capacité, comment calculer la capacité d'un canal animaux par la géométrie d'information. Donc, quelques notions de géométrie d'information, c'est les variétés plates, les variétés plates. Les variétés plates sont des variétés qui sont convexes en logarithme, et les variétés implates qui sont convexes s'appellent des variétés implates ou bien des variétés convexes, dans le sens de convexité. Donc, c'est là quelques notions de la géométrie d'information, c'est des aplaties et implates. Donc, on va considérer une variété très importante au niveau de télécommunication, des décodages et ainsi de suite. C'est une variété de produits qui interprète pour un vecteur, il interprète chaque composant indépendamment des autres. Donc cette variété, elle est au place. Par exemple, une famille exponentielle, c'est sous la forme produit. Donc, c'est variété MD est une sous-variété de S. S, c'est la variété de probabilités de distribution. Donc, on a des densités. De cet exposé sur la première section sur les corps politiques sur FQ, les corps finis, loi de groupe sur les corps finis, théorème de Ross et l'endomorphisme de Frobenius. Donc, première section sur les corps politiques, bien sûr, on définit un corps politique, soit un corps politique. Oui, parce que la définition, ça c'est pour nous. Donc, c'est juste des états dans les étages. En général, le corps politique sur FQ n'est pas Q, c'est caractéristique de première assise, donc l'équation de Strauss est réglée à l'équation y carré égale à x cube plus ax plus b. Si caractéristique de corps fini est égale à 3, l'équation est réglée à ce forme-là. Si le caractéristique de corps est égal à 2, reste le grand forme de l'équation de Strauss. Donc, voici un exemple d'un corps politique sur le corps fini de 23. Par exemple, on a le point de coordonnées 0,7 du point de corps politique y carré égale à x cube plus 7 sur le corps fini f de 23. Loi de Gauss. Avant de définir la loi de Gauss, on définit l'ensemble des points d'un corps fini sur un corps. L'ensemble des points d'un corps elliptique sur un corps fini. Donc on appelle l'ensemble des points FQ rationnels et l'ensemble des points qui vérifient l'équation de Strauss, union un point O et appelé le point à l'infini ou le point de coordonnées projectif 0, 1, 0. Alors, mesdames et messieurs, au nom des comités scientifiques et comités d'organisation de la 5e édition de la conférence internationale en mathématiques et applications, alors je remercie vivement toutes les parties participantes de loin ou de près à l'organisation de cet événement, qui ont montré un engagement explicite au cours du déroulement de cet événement scientifique
je voudrais remercier tous les intervenants venus d'horizons très divers qui ont permis d'avoir des échanges à la fois riches, ouverts et intéressants. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Nous espérons vous retrouver pour notre prochaine édition et vous souhaitons un bon retour chez vous. Et je donne la parole au monsieur le chef de laboratoire LSI pour clôturer la 5e édition de cette conférence. À vous la parole, monsieur Chibé. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. نشكر الإخوان الذين استجابوا لدعوتنا. نشكر الإخوان الذين شاركوا معنا في هذه الندوة. نشكر الأعضاء اللجنة المنظمة لهذه الندوة. نتمنى لكليتنا ولجامعتنا مزيد من التألق ومزيد من الإشعاع، ونتمنى كذلك لطلبتنا مزيد من التفوق، ونتمنى أن نلقاكم في الندوة المقبلة إن شاء الله اللي تكون الدورة السادسة حول الرياضيات وتطبيقاتها. ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. شكرا للجميع. كما قلت في الأول بسم الله مجراها ومرساها. نقول الحمد لله الذي وفقنا لهذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.